La matinée à St. Mary Mead commença dans une douce quiétude que le village appréciait tant. Les marches des cottages fraîchement balayées, une légère volute de fumée s'échappant des cheminées, et le doux ronronnement d'un camion de lait quelque part au-delà de la pelouse. Rien de tendu, rien de précipité. Et pourtant, alors que l'horloge de l'église sonnait l'heure, un léger tremblement parcourut le calme, comme l'air qui se tend avant une tempête silencieuse. Un jardinier du village s'arrêta, écoutant sans savoir pourquoi. Au bout de l'allée, M. Ernest Fallow, le facteur depuis 27 ans, fiable à la minute près, était en retard. Personne ne le remarqua au début. St. Mary Mead se précipitait rarement vers des conclusions. Mais Mademoiselle Hartlett, qui arrosait les roses devant sa maison avec une ponctualité militaire, fronça les sourcils en regardant sa montre. Madame Penbury, qui revenait de la boulangerie avec un pain emballé, ralentit lorsqu'elle vit le virage désert. Et sur le chemin du presbytère, le révérend Clément haussa un sourcil en constatant l'absence des pas vifs familiers et du cliquetis régulier des boucles du sac postal. Ce n'étaient pas des signes alarmants, mais simplement de légères ondulations. À St. Mary Mead, les perturbations commençaient petit à petit, comme un rideau qui bouge avant qu'une porte ne s'ouvre. Mademoiselle Marple, installant son tricot sur ses genoux près de la fenêtre, ressentit ce changement avec une grande acuité. Ce n'était pas de la suspicion, elle ne se permettait jamais cela prématurément, mais un léger changement dans l'atmosphère, comme si une pensée avait pénétré dans la pièce avant le corps. Elle écoutait, non pas avec ses oreilles, mais avec cette vieille sensibilité infaillible qui était la sienne. Le village disait quelque chose, sans encore parler. De l'autre côté de Church Lane, Madame Price Ridley sortit, ses lettres déjà à la main, les tapotant vivement. Elle n'avait aucune patience pour les retards. Franchement, murmura-t-elle à personne en particulier, les normes qu'il faut supporter. Son irritation se propagea comme une petite flèche, rapide et acérée. Mademoiselle Marple sourit faiblement. L'impatience en disait souvent plus long que la culpabilité. Enfin, le facteur apparut, mais pas avec son allure habituelle, décomplexée. Monsieur Fallow apparut avec une raideur inattendue, marchant plus lentement que tous les villageois ne s'en souvenaient. Sa casquette était légèrement de travers et une main agrippait le haut de la sacoche en cuir comme pour en stabiliser le poids. Les gens remarquèrent ces subtilités sans les mentionner à voix haute. Remarquer était un sport villageois, mais admettre qu'on avait remarqué. Jamais. Il s'arrêta devant le portail de Mademoiselle Hartlett, plus longtemps que nécessaire, triant les enveloppes comme s'il les lisait pour la première fois. Lorsqu'il repartit, il le fit avec un étrange rythme, mécanique, posant ses pas délibérément, trop délibérément, comme s'il répétait l'acte même de marcher. Les aiguilles à tricoter de Mademoiselle Marple ralentirent. Quelque chose le troublait. Ce n'était pas sa santé, jugea-t-elle. Il n'était pas pâle, et ses mains ne tremblaient pas. Ce n'était pas l'alcool, il était beaucoup trop maître de lui. Et ce n'était pas la colère. Sa bouche ne trahissait aucune tension. Non, c'était le trouble silencieux d'un homme accablé par une pensée. Elle avait vu la même expression sur le visage du jeune Tommy Ridgway, des années auparavant, lorsqu'il avait livré le colis de sa tante avec 2 jours de retard, parce qu'il avait peur d'une vérité qu'il ne pouvait ni garder ni avouer. Au coin du bosquet de sycomore, quelque chose glissa de la sacoche de M. Fallow. Un petit carré de papier crème qui voleta comme un papillon de nuit avant de se poser au pied de la haie. Il ne le remarqua pas, ou s'il le remarqua, il fit semblant de ne pas le voir. Un objet symbolique, même si le village ne le savait pas encore. Une lettre déplacée dans un monde qui accordait de l'importance à la place de chacun. C'est Mademoiselle Hartlett qui la vit tomber, les sourcils froncés. Elle sortit de derrière ses roses avec une rapidité surprenante. « Monsieur Fallow » appela-t-elle.
Il s'arrêta trop brusquement, se retournant avec la même lenteur étudiée. Pendant une fraction de seconde, juste au moment où le soleil passait derrière un nuage, son visage changea. Un éclair momentané, où la peur se mêlait au calcul. Puis il sourit, poliment, avec effort. « Vous avez laissé tomber quelque chose ?» dit mademoiselle Hartlett en se baissant pour ramasser l'enveloppe. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, M. Fallow s'avança à grands pas, s'en empara et murmura quelque chose d'incompréhensible. Pas de la gratitude, quelque chose d'autre, quelque chose de défensif. Le jardinier fronça les sourcils. Madame Penbury s'arrêta en plein élan, et le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa derrière les rideaux de dentelle. M. Fallow continua à remonter l'allée, mais son pas faiblit à nouveau. Il ne cessait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître, ou espérait que personne ne le ferait. Lorsqu'il passa devant le presbytère, il hésita pendant 2 bonnes secondes, regardant le clocher de l'église avec une expression indéchiffrable. Puis, redressant les épaules comme s'il y était contraint par le devoir, il poursuivit son chemin. Un petit silence sembla suivre son passage. Le village ressentait un trouble, même s'il ne disposait pas du vocabulaire pour le décrire. Mademoiselle Marple se leva. Elle ne se précipitait jamais, mais ses mouvements étaient attentifs, délibérés. Elle rassembla son châle, sortit et se laissa envelopper par la douceur du matin. Ses yeux suivirent la silhouette du facteur qui s'éloignait, mesurant la discordance de sa démarche. Elle avait vu de nombreux types de malaise au cours de sa vie. La culpabilité, la peur, la honte et ce curieux désespoir qui naît lorsqu'un secret devient trop lourd à porter pour l'esprit qui le porte. Rien dans le comportement de M. Fallow ne suggérait une maladie ou une dispute. Mais quelque chose s'était produit, discrètement, récemment, profondément. Alors qu'elle atteignait son portail, un léger bruit métallique lui parvint du bout de la route. Ce n'était pas une chute, ni un trébuchement. Cela ressemblait davantage à une boucle frappant la pierre. Puis le silence. Le genre de silence qui précède une confession. Mademoiselle Marple posa légèrement la main sur le poteau du portail, le visage impassible, pensif. Le village s'était réveillé pour une journée comme les autres. Mais l'équilibre avait changé et elle avait appris à ne jamais ignorer de tels changements. Car les plus petites choses, comme une enveloppe tombée par terre, étaient souvent les premiers signes avant-coureurs de problèmes bien plus graves. Et elle sentait que les problèmes avaient déjà commencé à s'abattre discrètement sur St. Mary Mead. Le silence qui suivit ce faible bruit métallique flottait sur Church Lane comme un souffle retenu trop longtemps. Mademoiselle Marple, les doigts toujours posés sur le poteau de la barrière, laissa le silence s'installer avant de s'avancer. Elle ne se précipita pas, comme à son habitude, mais son attention se concentra en un point silencieux, à la manière d'un oiseau qui penche légèrement la tête avant de s'envoler. 2 cottages plus loin, Madame Penbury s'affairait autour de sa miche de pain, la retournant comme si elle pouvait révéler quelque chose. « C'est étrange, » murmura-t-elle dans le vide. « Ernest Fallow est toujours si bien correct. » Sa voix portait le doux bruissement de quelqu'un qui espère que sa remarque donnera lieu à des commérages, si elle est entendue. Ce fut le cas, car mademoiselle Hartlett, toujours à sa porte, répondit de sa voix habituelle. « Les hommes convenables sont souvent ceux qui vous surprennent. » J'ai vu son expression quand je l'ai interpellé. Il était très surpris, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Sur quoi, elle ne le dit pas. Elle préférait laisser planer le doute, plus satisfaisant que les détails. Mademoiselle Marple s'approcha d'un pas léger, comme une dame âgée profitant de l'air frais du matin, un déguisement parfait pour dissimuler la vivacité avec laquelle elle observait les petites tensions sociales qui s'accumulaient, comme de la brume autour des villageois. « Bonjour »
dit-elle d'une voix douce, accueillante et agréablement rassurante. Madame Penbury lui rendit son salut, l'air reconnaissante d'avoir de la compagnie. Mademoiselle Hartlett hocha la tête avec la vivacité de quelqu'un qui se considère comme une autorité en matière de discipline villageoise. Le pauvre monsieur Fallow semblait plutôt troublé, dit mademoiselle Marple doucement, presque comme si elle commentait la météo. Mais son ton trahissait juste assez de curiosité pour encourager la conversation. « Oh, troublé, oui », s'empressa de répondre madame Penbury, en ajustant son panier. Il a failli passer devant moi sans remarquer que je me tenais juste devant lui. Et sa casquette était de travers. Ernest n'arrive jamais avec un bouton déplacé. Mademoiselle Hartlett renifla. Il a laissé tomber une des lettres. Je l'ai vu. Et quand je le lui ai fait remarquer, il s'est pratiquement jeté sur moi pour me la reprendre. « Avez-vous vu l'adresse » demanda madame Penbury, la voix pleine d'espoir. « Non », admit mademoiselle Hartlett, déçue. Mais ce n'était pas le blanc habituel, plutôt crème. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une insistance inutile « Du papier épais aussi. Cher. » Un silence s'ensuivit, lourd de sous-entendus. Mademoiselle Marple laissa son regard dériver vers le virage où M. Fallow avait disparu. « Parfois, » murmura-t-elle, les yeux s'adoucissant, « une lettre pèse plus dans l'esprit que dans la main. » Madame Penbury cligna des yeux, ne sachant pas si elle venait d'entendre une parole de sagesse ou un non-sens. Mademoiselle Hartlett fronça les sourcils, comme si elle refusait d'admettre toute interprétation qu'elle n'avait pas fournie. Avant que l'une ou l'autre n'ait pu répondre, la jeune Ivy Trelawney arriva en courant depuis le green, son tablier flottant au vent, le visage rouge. « Madame Penbury, mademoiselle Hartlett. » Elle glissa légèrement sur le gravier. « Avez-vous vu, monsieur Fallow? Il y a un problème à la poste. » Ces mots, bien qu'haletants, eurent l'effet d'une pierre jetée dans une eau calme. Mademoiselle Marple se tourna vers la jeune fille. « Quelque chose ne va pas, ma chérie. » Ivy pressa une main contre sa poitrine. « Madame Jacobs, qui tient le comptoir, dit que M. Fallow est parti avec le sac plutôt que d'habitude, et qu'il n'a pas signé le registre comme il se doit. Et elle a trouvé une lettre, enfin, une partie de lettre, déchirée dans la poubelle. »« Déchirée ?» répéta Madame Penbury, scandalisée. Ivy acquiesça. Madame Jacobs a dit qu'elle n'aimait pas ça. Ça semblait délibéré. Mademoiselle Hartlett eut le souffle coupé, ravie par la gravité de la nouvelle. Altérer des lettres est très grave. C'est un délit fédéral, n'est-ce pas? C'est très mal, dit Ivy gravement, répétant les mots qu'elle avait clairement entendus. Mademoiselle Marple remarqua que les doigts de la jeune fille tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de l'excitation d'être proche d'une véritable intrigue. Elle posa doucement sa main sur le bras d'Ivy. « Madame Jacobs a-t-elle dit autre chose ?» Ivy déglutit. Seulement que M. Fallow était pâle à son arrivée, presque comme s'il avait passé la nuit blanche. Elle a dit que ses mains tremblaient lorsqu'il a trié la première pile. Un détail intéressant. Mademoiselle Marple le nota mentalement. Madame Penbury serra son pain contre sa poitrine. Mon Dieu, si quelque chose est arrivé... Mademoiselle Hartlett l'interrompit, son instinct dramatique s'aiguisant. « Eh bien, il ne m'a pas semblé pâle, plutôt tendu, stressé et secret. » Mademoiselle Marple écouta plutôt que de parler. Les gens se dévoilaient plus rapidement lorsqu'elle leur laissait de l'espace. Après un moment, Ivy se mordit la lèvre. « Mademoiselle Marple, devrions-nous nous inquiéter ?» Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Il est encore tôt, ma chère. Mais parfois, une journée commence par une petite énigme, et l'après-midi, tout s'éclaire. » Elle sentait déjà l'énigme se former. L'inquiétude dans la démarche de M. Fallow, la lettre tombée, le bout de papier déchiré à la poste, le regard vers le clocher de l'église,
le bruit métallique après son passage. Les formes changeaient sous la surface calme de la vie du village. « Allons-nous jeter un coup d'œil » demanda Madame Penbury, de plus en plus impatiente. « Oh, certainement » déclara Mademoiselle Hartlett, qui lissait déjà ses cheveux. Mademoiselle Marple ne fit aucun geste pour les rejoindre. Le village ferait suffisamment de bruit sans sa présence. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil vers son cottage. « Je crois, dit-elle de sa voix douce, que je vais attendre ici encore un moment. » Ivy hésita, puis suivit les deux femmes qui se dirigeaient vers la poste, marchant rapidement dans l'espoir d'être la première à rapporter ce qu'elle pourrait trouver. Restée seule, Mademoiselle Marple tourna une fois de plus son regard vers l'allée. La lumière du matin avait changé. Une légère nuance de gris s'était glissée le long des haies, comme si le jour lui-même retenait son souffle. Quelque part, hors de vue, une vérité avait commencé à se dévoiler lentement. Et Mademoiselle Marple, sereine et perspicace, savait que Sainte Mary Mead ne tremblait jamais sans raison. Miss Marple s'attarda quelques instants près de son portail, respirant la légère odeur métallique qui accompagnait parfois les matins agités. La ruelle était inhabituellement calme, trop calme pour Sainte Mary Mead, où même le calme était ponctué par le doux brouhaha des tâches quotidiennes. Mais à présent, les cottages semblaient à l'écoute. Les rideaux bougeaient avec une discrète curiosité. Un chien gémit une fois avant de se taire étrangement. Le village avait commencé à être vigilant. Elle se retourna lentement et se dirigea vers le petit chemin qui longeait le cimetière. Si M. Fallow s'était arrêté près de la tour, c'était pour une raison. Les gens ne se tournent vers les lieux sacrés que lorsqu'ils sont troublés ou qu'ils cherchent refuge. En s'approchant, elle remarqua le révérend Clément qui sortait de la sacristie, un registre sous le bras. Il verrouilla la porte, puis recula, pensif, comme s'il réorganisait des pensées qu'il préférait ne pas exprimer. « Bonjour, révérend », dit gentiment mademoiselle Marple. Il sursauta légèrement, puis lui adressa un sourire poli. « Ah, mademoiselle Marple, je ne vous avais pas vue. J'étais tout aux affaires de la paroisse. » Il tenta de prendre un ton léger, mais sans succès. Son regard se porta vers la ruelle où M. Fallow avait marché quelques instants auparavant. « Une matinée chargée, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « On peut le dire, » répondit-il. « Rien d'inhabituel, bien sûr. Seulement, M. Fallow était ici tout à l'heure. » Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. « Oh ? Oui. Il est passé à l'improviste, disant qu'il avait un colis pour moi, mais qu'il ne le trouvait pas dans son sac. Il semblait agité. Un autre fil s'ajoutait à la trame. A-t-il mentionné ce qu'était cette livraison ? Non, répondit le révérend Clément. Et il est parti précipitamment. Il semblait très inquiet. Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger malaise. Il n'arrêtait pas de regarder derrière lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le suive. Mademoiselle Marple enregistra cette information sans faire de commentaire. La peur d'être poursuivi est rarement la peur des étrangers. Le révérend Clément s'éclaircit la gorge. « J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Il a toujours été fiable. Les personnes fiables ressentent aussi de la détresse, » murmura mademoiselle Marple, « mais elles ont généralement de meilleures raisons de la cacher. » Il cligna des yeux, ne sachant pas s'il avait entendu un avertissement ou une simple observation. Avant qu'il n'ait pu répondre, madame Witherby apparut au coin de la rue, son vélo vacillant légèrement lorsqu'elle freina. « Oh, révérend, mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle, essoufflée. « Il y a des rumeurs à la poste. Madame Jacobs dit que M. Fallow a pris le mauvais chemin ce matin. Il a sauté la moitié de ses arrêts habituels. » Les yeux du révérend Clément s'écarquillèrent. « Il les a sautés ? » ?»« Oui. Et en plus… » Madame Witherby se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à murmurer
Madame Jacobs jure que la lettre déchirée dans sa poubelle était écrite d'une main féminine. Une écriture très élégante. Elle pense que cela vient de quelqu'un qui n'est pas du village. Dans le langage de Sainte Mary Mead, cela équivalait à sonner l'alarme. Mademoiselle Marple ne réagit pas extérieurement, mais le mot « extérieur » lui traversa l'esprit. Les étrangers étaient maintenant les girouettes des troubles du village. Madame Witherby poursuivit avec empressement. Et Ivy dit qu'il avait l'air épouvantable quand il a quitté le bureau. Pâle comme un fantôme, le révérend Clément secoua lentement la tête. Je lui ai parlé il y a à peine une demi-heure. Il semblait, oui, assez tendu. Madame Witherby pinça les lèvres de manière théâtrale. Eh bien, les facteurs tendus ne déchirent pas les lettres, sauf s'il y a un problème grave. Mademoiselle Marple remarqua que les spéculations montaient en puissance. L'instinct du village, pour l'embellissement, était rapide et impitoyable. Bientôt, les rumeurs dépasseraient tout ce qui ressemblait à la vérité. « Madame Witherby, demanda-t-elle doucement, l'avez-vous vue vous-même ce matin ?»« Oh non, admit-elle d'un air mélancolique. Mais Madame Jacobs voit tout. » Mademoiselle Marple sourit poliment. Les gens qui voient tout passent souvent à côté des détails les plus importants. Les trois personnes se tenaient debout, formant un petit triangle inconfortable, chacune absorbant à sa manière le poids de la matinée. Puis, de l'autre côté de la pelouse, un homme apparut, M. Lionel Fosbury, l'agent immobilier, connu pour ses costumes impeccables et son expression perpétuellement proche du mépris. Il s'avança vers eux d'un pas rapide, une liasse de documents à la main. Son regard balaya le groupe, brièvement dédaigneux, jusqu'à ce qu'il se pose sur mademoiselle Marple. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise? De l'irritation? Mais il le masqua rapidement. Mademoiselle Marple, révérend, Madame Witherby. Son ton était poli mais froid. J'espère que vous allez bien ce matin. Aussi bien que le village le permet, répondit mademoiselle Marple d'une voix agréable mais inquisiteuse. Fosbury hésita. Puis, comme à contre-courant de son bon sens, il demanda « Vous n'avez pas vu M. Fallow, n'est-ce pas ?» La question le surprit lui-même. Son calme habituel s'évanouit. Mademoiselle Marple pencha la tête. « Pourquoi cette question ?» Il remua ses papiers pour gagner du temps. Il devait me livrer des documents tôt ce matin, des documents importants. Était-il censé être sur du papier crème ? Demanda doucement mademoiselle Marple, remarquant le léger resserrement autour de sa bouche. Il se raidit. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Madame Witherby poussa un petit cri de joie. Le révérend Clément regarda tour à tour les deux femmes, déconcerté. La voix de mademoiselle Marple resta calme. C'est simplement que quelqu'un a mentionné une enveloppe crème tombée de son sac. Les yeux de Fosbury se posèrent brièvement sur le chemin menant au cimetière, comme s'il s'attendait à y voir apparaître quelque chose. Ou quelqu'un. « Ah, eh bien, dit-il rapidement. J'espère qu'il la retrouvera. Bonne journée. » Il s'éloigna trop rapidement pour un homme qui n'avait rien à cacher. Madame Witherby le suivit du regard. Eh bien, c'était étrange. Étrange, en effet. Mais mademoiselle Marple classa l'affaire sans faire d'histoire. Les gens en révélaient souvent plus dans ce qu'ils voulaient cacher. Alors que les autres se dispersaient, impatients de rapporter chez eux les derniers potins, mademoiselle Marple resta où elle était. L'atmosphère du matin semblait désormais plus tendue, chargée, comme un fil de dentelle tiré un peu trop fort. Un facteur déphasé, une lettre déchirée, un visage pâle à la poste, un regard inquiet vers le clocher de l'église, une enveloppe crème récupérée trop rapidement. Et maintenant, M. Fosbury, instable pour la première fois de mémoire d'homme. Quelque chose avait déraillé à Sainte Mary Mead.
Et mademoiselle Marple, percevant le changement avec une calme certitude, savait que le village n'avait fait que commencer à parler. Mademoiselle Marple resta immobile un instant, laissant le silence s'installer autour d'elle comme une fine poussière. La matinée avait pris une étrange densité, comme si chaque petit bruit avait plus d'impact qu'il ne le devrait. Le grincement d'un portail de jardin, le cliquetis d'un seau au loin, le faible bourdonnement d'une voiture changeant de vitesse au loin sur la route principale. De petits bruits, mais qui semblaient trembler d'implication. Elle se tourna vers le chemin qui menait à son cottage lorsqu'elle remarqua quelqu'un qui remontait vivement la route du presbytère. Madame Bartlett, la couturière, précise, au regard perçant, avec une attitude qui suggérait qu'elle trouvait le monde systématiquement mal taillé. Elle portait sous le bras un paquet de manches raccommodées et avait l'air d'une femme qui souhaitait désespérément parler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à sa place. « Mademoiselle Marple !» s'écria-t-elle en arrivant avec une urgence haletante qu'elle s'accordait rarement. « Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas ?»« À propos de M. Fallow ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Madame Bartlett cligna des yeux, déconcertée dans son élan dramatique. « Oui, exactement. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Je l'ai vu il y a moins de 10 minutes derrière la haie du presbytère, immobile, comme un homme qui aurait oublié où il se trouvait. « Vous a-t-il vu ?» demanda mademoiselle Marple. « Je ne sais pas trop, » avoua madame Bartlett. Il regardait ailleurs. Puis il a mis la main dans la poche de son manteau, très lentement, et s'est éloigné en direction d'Old Mill Lane. Ce n'est pas du tout la direction où il fait ses livraisons. Old Mill Lane. Ce chemin menait à la forêt, un chemin secret pour un homme en détresse. Avait-il l'air malade ? demanda mademoiselle Marple. Non, pas malade. Juste hanté. Madame Bartlett expira, exprimant enfin ce qui la préoccupait manifestement. « Mademoiselle Marple, je ne veux pas semer le trouble, mais cet homme n'a jamais emprunté Old Mill Lane de sa vie. Et la façon dont il se tenait, c'était comme s'il craignait que quelqu'un le voie. Ou s'attendait à être suivi, » murmura mademoiselle Marple, se rappelant la remarque du révérend Clément. Madame Bartlett baissa la voix. « Entre vous et moi, j'ai entendu dire qu'il avait des difficultés familiales. » Elle le disait avec la certitude de quelqu'un qui avait inventé la moitié de la rumeur et croyait l'autre moitié. « Domestique ?» répéta doucement mademoiselle Marple. « Oui, j'ai entendu des cris provenant de son cottage plus d'une fois le matin. Et madame Fallow n'était pas elle-même, calme, nerveuse. » Madame Bartlett plissa les yeux. Un homme peut cacher beaucoup de choses derrière sa ponctualité. Mademoiselle Marple acquiesça, tout en réservant son jugement. Les gens confondaient souvent tension et culpabilité. Et tout aussi souvent, ils confondaient la culpabilité avec quelque chose de complètement différent. « A-t-on vu madame Fallow ce matin ?» demanda mademoiselle Marple. « Non. Et je suis passé 2 fois devant leur portail. Les rideaux étaient toujours tirés. » Un autre petit tremblement. Madame Bartlett se pencha vers elle. « Je ne devrais pas dire cela, mais un facteur en retard, une lettre déchirée, une femme perturbée. Eh bien, n'importe qui serait méfiant. » N'importe qui peut-être, mais l'esprit de mademoiselle Marple fonctionnait différemment. Elle remercia gentiment madame Bartlett et continua son chemin. Un sentiment de malaise la suivait, comme si le village lui-même la suivait en chuchotant des explications. Près du parc, elle rencontra l'inspecteur Graves et son sergent qui discutaient avec madame Jacobs devant le bureau de poste. Graves n'était pas le genre d'officier que St. Mary Mead admirait. Trop vif, trop sûr de lui, trop enclin à faire des déclarations. Mais il était assez compétent lorsqu'on le poussait dans la bonne direction psychologique. Il aperçut mademoiselle Marple et se redressa avec un léger malaise. « Ah, mademoiselle Marple.
Je suppose que la nouvelle s'est déjà répandue dans tous les cottages. Les nouvelles vont vite, dit-elle aimablement. Y a-t-il un problème? Madame Jacobs pressa une main sur son tablier. Inspecteur, dites-lui. Elle l'apprendra bien assez tôt. Graves soupira. Nous avons trouvé le vélo de M. Fallow dans la ruelle derrière la poste. Renversé. Le sac postal était toujours attaché. Mademoiselle Marple absorba cette information en silence. Le sergent Willis ajouta « Mais la moitié des lettres avaient disparu. On dirait que quelqu'un a fouillé dedans et en a pris une pile. » « Ou l'a vidé à la hâte, » insista Madame Jacobs. « Et cette lettre déchirée... » « Eh bien, inspecteur, je sais reconnaître une déchirure délibérée quand j'en vois une. » Ce n'était pas un accident. Mademoiselle Marple observa attentivement Graves. « Quand le vélo a-t-il été trouvé? »« Il y a 10 minutes, » répondit l'inspecteur. « Nous commençons à fouiller les environs immédiats. Mais l'homme semble avoir disparu. » Madame Jacobs se pencha en avant. « Inspecteur, vous devriez interroger cet agent immobilier, M. Fosbury. Il a demandé des nouvelles d'une livraison tôt ce matin. Et il avait l'air prêt à sauter hors de ses bottes. » Graves pinça les lèvres. « Nous lui parlerons. » Miss Marple comprit qu'il avait déjà rejeté sa suggestion. Graves n'aimait pas suivre les pistes fournies par des civils, surtout celles qui étaient bien observées. Madame Jacobs poursuivit. « Et Madame Fallow? Elle n'est pas venue chercher son colis habituel. »« Elle est chez elle, » répondit Graves. « Nous avons envoyé un agent lui parler. » Miss Marple observa attentivement son expression. « Et comment semblait-elle? » ?»« Bouleversée, » admit Graves à contre-cœur. « Elle a dit que son mari était parti tôt. Elle n'a rien expliqué. Bouleversée. Mais de quelle manière? Peur? Colère? Choc? » Miss Marple nota cette nuance pour plus tard. Le sergent Willis s'avança. « Inspecteur, devrions-nous étendre les recherches à Old Mill Lane? Il y a des empreintes de bottes près de la haie. » Miss Marple tendit l'oreille. « Des empreintes de bottes, dans la même direction que celle où Madame Bartlett avait dit l'avoir vue partir. »« Cette ruelle mène au bois, » marmonna Graves. « Espérons qu'il n'est pas allé loin. » Madame Jacobs eut soudain le souffle coupé. « Inspecteur, cette enveloppe crème, elle a disparu de ma poubelle. Je viens de vérifier. » Grave la regarda fixement. « Disparu? Eh bien, quelqu'un a dû la prendre. » Personne ne parla. Même les oiseaux semblaient s'être tus. L'esprit de Mademoiselle Marple aligna les éléments invisibles. Un facteur effrayé. Une lettre cachée. Une enveloppe disparue. Un chemin vers les bois. Un homme posant des questions qu'il n'aurait pas dû poser. Une femme derrière des rideaux tirés. Un village au bord de la révélation. Et toujours, le motif symbolique. Des objets qui devraient être à leur place, mais qui ne le sont plus. Puis, depuis l'autre bout de la pelouse, Ivy revint en courant, le visage blême, le souffle court. « Inspecteur, Mademoiselle Marple !» s'écria-t-elle. « Venez vite, quelqu'un a trouvé quelque chose sur Old Mill Lane. » Le silence s'épaissit. Mademoiselle Marple s'avança, calme mais déterminée. Le village avait enfin parlé. Le cri d'Ivy trancha la tension qui s'était accumulée sur la pelouse, comme une lame dans du lin. L'inspecteur Graves se raidit. Le sergent Willis était déjà en mouvement, avant que Graves n'ait eu le temps de l'appeler. Mademoiselle Marple le suivit d'un pas régulier et sans hâte, qui lui permettait de garder ses esprits même lorsque le village s'agitait dans la panique. Old Mill Lane était une ruelle étroite, bordée de sureaux et d'épais buissons qui murmuraient faiblement dans la brise. Les villageois avaient commencé à se rassembler à l'entrée, certains poussés par la curiosité, d'autres par une crainte qu'ils n'osaient pas exprimer. Mademoiselle Hartlett se tenait tout près du chemin, les mains agrippées à ses gants de jardinage, comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Il est plus loin, » dit-elle, essoufflée, lorsque le groupe arriva.
Près de l'échalier cassé, il y a quelque chose près du fossé, quelque chose qui lui appartient. L'inspecteur Graves se fraya un chemin, murmurant à la foule de rester en arrière. Mademoiselle Marple se faufila avec aisance parmi les murmures et resta juste derrière le sergent, tandis qu'ils avançaient sur le chemin accidenté. L'air se rafraîchit sous les arbres. Quelques oiseaux s'agitèrent, mais ne chantèrent pas. Puis, ils le virent. Une sacoche en cuir brun foncé, celle du facteur, gisait à moitié ouverte près du fossé. La boucle était cassée, le contenu éparpillé, des enveloppes, des circulaires, un paquet de lettres attachées et une feuille de papier crème coincée sous une racine de ronce. La sacoche semblait avoir été lâchée en plein élan. L'inspecteur Graves s'accroupit, examinant la scène sans rien toucher. Willis marquait la zone. Personne ne dépasse ce point. Les yeux de mademoiselle Marple parcoururent attentivement le sol remué, l'herbe couchée, les légères traces de griffures menant vers l'échalier. Il y avait des empreintes de pas, l'une nette, l'autre floue, qui s'enfonçaient plus profondément dans le chemin. Elle n'était ni précipitée, ni négligente, mais contrôlée. « Inspecteur, dit-elle doucement, Monsieur Fallow a dû s'arrêter ici de son plein gré. Si quelqu'un s'était battu avec lui, les traces seraient très différentes. » Graves lui lança un regard mêlé d'irritation et d'intérêt réticent. « Vous pensez qu'il a laissé tomber la sacoche exprès ? » « Je me le demande, » répondit-elle doucement. « La boucle est cassée, oui, mais seulement d'un côté, comme si on l'avait ouverte trop rapidement. » Son regard se posa sur la feuille de papier crème à moitié cachée sous la racine. « Et cela semble être le même papier que mademoiselle Hartlett a vu tout à l'heure. » Willis tendit la main vers lui. « Ne le touchez pas !» aboya Graves. Mais mademoiselle Marple avait déjà remarqué le détail le plus important. Le coin exposé portait une écriture élégante, d'apparence étrangère, indéniablement féminine. Une autre lettre crème, un autre secret qui s'échappait. Grave se redressa. « Où est la personne qui a trouvé cela ?»« C'est moi », répondit une voix creuse derrière eux. Madame Fallow se tenait au bord du chemin, le visage pâle et couvert de taches, son manteau jeté par-dessus une chemise de nuit. Ses yeux étaient rouges, comme si elle n'avait pas dormi ou avait mal dormi. Les villageois s'écartèrent autour d'elle comme des roseaux, sous l'effet d'une soudaine rafale. Sa présence provoqua un silence encore plus profond que celui qui régnait auparavant. « Madame Fallow, » commença Graves avec précaution, « nous recueillons des informations. » « Je l'ai suivi, » l'interrompit-elle d'une voix tremblante. « Ernest ? Je l'ai suivi ce matin, pas loin, juste assez pour voir où il allait. » Elle déglutit péniblement. « Il ne m'a pas entendu. Je suis resté en retrait. » Mademoiselle Marple s'avança doucement. « Vous vous inquiétiez pour lui. » Madame Fallow acquiesça, les mains tordant la ceinture de son manteau. « Il était agité hier soir. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas. À l'aube, il est parti sans un mot. Et puis il ne m'a pas répondu quand je l'ai appelé. »« Qu'avez-vous vu sur ce chemin ?» insista Graves. Madame Fallow baissa les yeux. « Il se tenait là où vous vous trouvez actuellement, et il regardait quelque chose dans sa main, une lettre, je pense. Puis il l'a mise dans son manteau. Il s'est baissé, peut-être pour ramasser quelque chose d'autre, puis il a continué à marcher. C'est tout. »« Où est-il allé ?» demanda Graves. « Dans les bois. » Sa voix se brisa. « Je l'ai perdu de vue. » Miss Marple l'observait attentivement. L'angoisse de Madame Fallow était sincère, mais sous-jacente. Il y avait une autre émotion, plus subtile, plus vive. La peur mêlée à la honte. Le genre de sentiment qui vient du fait d'en savoir plus que ce que l'on souhaite admettre. « Attendiez-vous des lettres ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Madame Fallow tressaillit. « Je ne sais pas », ce qui signifiait qu'elle savait.
L'inspecteur Graves se tourna vers Willis. « Nous allons organiser une battue. Fouiller les bois, les ruines du moulin, le sentier qui mène à la rivière. Il ne peut pas être allé loin. » Madame Jacobs, qui s'était approchée discrètement avec les autres, murmura « Mais la lettre crème, regardez-la. Ce papier n'est pas local, inspecteur. Je travaille au comptoir postal depuis 22 ans, je le sais. Et qui dans le village utilise ce type de papier ?» ajouta mademoiselle Hartlett, la voix tremblante d'excitation. Mademoiselle Marple répondit avant que quiconque ne puisse tirer de conclusions hâtives. Le papier voyage plus facilement que les gens. Mais les villageois étaient déjà en train de formuler des théories. Ils n'avaient pas besoin d'encouragement, seulement d'un fil conducteur. Et ce fil apparut. Une grande silhouette s'approcha dans l'allée. Monsieur Lionel Fosbury, ses chaussures cirées désormais couvertes de poussière, le visage tendu. Il s'arrêta lorsqu'il les vit, les lettres éparpillées, la sacoche. Graves se retourna brusquement. « Monsieur Fosbury, nous espérions vous parler. » La gorge de Fosbury se contracta. « Y a-t-il un problème ?» Madame Jacobs bondit. « Vous cherchiez une enveloppe crème tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous m'avez demandé, et vous étiez pâle comme un fantôme. » Le visage de Fosbury s'assombrit. « Je vous ai demandé parce que M. Fallow était en retard pour me livrer des documents. C'est tout. » Mademoiselle Marple l'observait avec une intensité sereine. Ses épaules étaient raides, trop raides, et il ne cessait de jeter des regards vers Madame Fallow, des regards rapides et fugaces qui en disaient long. « Inspecteur, » murmura Madame Bartlett derrière lui, « ne trouvez-vous pas étrange qu'il soit arrivé juste maintenant, comme s'il savait que quelque chose allait se passer ?» Fosbury se hérissa. « Vous m'accusez de quelque chose ?»« Pas du tout, » répondit doucement mademoiselle Marple sans le quitter des yeux. « Mais la peur a sa propre démarche, et la vôtre semble très lourde ce matin, monsieur Fosbury. » L'homme déglutit, la mâchoire crispée. Dans le fossé, le drap blanc bougea légèrement sous la brise, son coin se soulevant comme un petit drapeau invitant. Une lettre déplacée. Un homme en décalage. Et un village sur le point d'en savoir beaucoup trop. Le drap blanc flottait à nouveau, comme pour exhorter à la confession l'âme la plus coupable. M. Fosbury détourna le regard, trop rapidement pour un homme qui n'avait rien sur la conscience. Les mains de Madame Fallow se tordirent à nouveau, dans un geste inconscient et répétitif, serrant la ceinture de son manteau, comme pour étouffer sa propre peur. L'inspecteur Graves rompit le silence le premier. « Monsieur Fosbury, nous avons besoin de votre déposition. Et vous, Madame Fallow, vous devez rentrer chez vous. Un agent vous raccompagnera. » Madame Fallow secoua vivement la tête. « Non, je veux rester. Je dois savoir s'il est blessé. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle, lui offrant une présence douce et rassurante. « Ma chère, vous l'aiderez davantage en restant là où l'inspecteur pourra vous parler calmement. » Mais Madame Fallow recula, les yeux brillants d'une panique soudaine et fragile. « Je ne peux pas rentrer chez moi. Pas seule. Pas maintenant. » Sa voix vacillait, au bord d'une ombre plus sombre. Fosbury tressaillit à son ton. Mademoiselle Marple le remarqua. Graves, trop pragmatique pour s'attarder sur les nuances, murmura des instructions à Willis, puis se tourna vers son équipe de recherche. « Nous allons nous disperser dans les bois en 2 groupes. Restez à portée de vue. Personne ne s'éloigne. » Alors que l'inspecteur commençait à diriger les volontaires, Mademoiselle Marple s'accroupit près des lettres éparpillées, sans les toucher, se contentant de les observer. Une enveloppe était à moitié enfoncée dans la boue. Une autre avait une tache sur le cachet de cire. Une 3e avait été déchirée, non pas brutalement, mais par des doigts hésitants. La peur fait des déchirures différentes de celles de la colère. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la feuille crème.
La brise avait révélé 3 autres lettres de l'écriture. ERN. Ce n'était pas adressé à Ernest, non. L'inclinaison et la fioriture ne correspondaient pas à un nom. Cela ressemblait davantage à une partie d'une phrase. Monsieur Fosbury se tortilla, mal à l'aise sous son regard. « Mademoiselle Marple, dit-il en essayant d'adopter un ton plus calme, je vous assure que je ne sais rien de sa disparition. Tout cela n'est qu'un malheureux hasard. » Elle se leva gracieusement. Les malheureux hasards sont les plus révélateurs. Fosbury se raidit. « Vous pensez que je lui ai fait du mal. »« Je pense, dit-elle doucement, que tout le monde ici a montré une nuance différente de peur. Mais la vôtre, Monsieur Fosbury, est la seule qui continue de se porter sur Madame Fallow. » Une petite lueur traversa son visage, à peine perceptible, mais suffisante. Mademoiselle Hartlett inspira brusquement, ravie. Madame Jacobs se pencha en avant. Quelques villageois murmurèrent. Mais Madame Fallow prit la parole la première. « Cela n'a rien à voir avec Ernest, » dit-elle, d'un ton bas et menaçant. Sa défensive était indéniable. Mademoiselle Marple se tourna vers elle avec douceur. « Ma chère, la peur et la culpabilité vont souvent de pair, même lorsqu'elles ne sont pas liées au même événement. » Madame Fallow retint son souffle, ses yeux se tournant vers Fosbury avec un désespoir indéniable, puis s'éloignant à nouveau, comme si elle avait trahi quelque chose. L'inspecteur Graves, inconscient de la tempête psychologique, l'interrompit. « Assez. Monsieur Fosbury, venez avec moi. » Mais avant qu'il ne puisse emmener l'homme, un cri retentit au fond de Old Mill Lane. « Inspecteur, par ici !» Tout le monde se figea. Graves jura entre ses dents et sprinta vers le bruit. Willis le suivit. Mademoiselle Marple marcha d'un pas vif, son châle flottant comme une bannière silencieuse de certitude. Fosbury hésita, juste une seconde de trop, avant de se mettre en route. Les genoux de Madame Fallow tremblaient, mais elle se força à avancer. L'échalier au bout de l'allée était cassé. Sa traverse supérieure était brisée en deux, le bois éclaté était à vif et pâle. Au-delà, un chemin étroit descendait vers un ruisseau peu profond. Et au bord de la berge, partiellement caché par une branche tombée, gisait un seul objet. Une casquette. La casquette de facteur de Monsieur Fallow. Madame Fallow eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. L'inspecteur Graves l'atteignit le premier. La casquette était humide mais pas trempée, ce qui signifiait qu'elle avait été placée là récemment, mais pas par le courant naturel du ruisseau. « Il n'y a pas d'empreinte dans l'eau », fit remarquer Willis. « Mais le sol a été remué ici. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté de l'empreinte dans la boue. Une empreinte de pas plus profonde au talon, partiellement inclinée. Une personne plus lourde que M. Fallow, et quelqu'un qui marchait avec plus de force que de crainte. De l'autre côté du chemin, une autre empreinte, plus légère, plus courte. L'empreinte d'une femme. Celle de Madame Fallow, peut-être. Ou celle de quelqu'un d'autre. « Inspecteur, » dit doucement Mademoiselle Marple, « le passage cassé. Regardez l'angle de la cassure. Quelqu'un s'est appuyé lourdement dessus depuis le côté opposé. » Graves fronça les sourcils. « Ce que cela signifie ? Cela signifie que M. Fallow n'est peut-être pas tombé ici. Il a peut-être grimpé. » Elle fit un geste vers la barrière cassée. « Un homme qui grimpe à la hâte, peut-être. » Madame Fallow la fixa de ses grands yeux remplis de larmes. « Grimper pour s'enfuir ? De quoi ? Ou vers quelque chose, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « La peur nous pousse dans toutes les directions. » Fosbury expira bruyamment, un son trop saccadé pour être une simple surprise. Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa. « Monsieur Fosbury, » dit-elle calmement, « quand avez-vous vu Madame Fallow pour la dernière fois ?» Il se figea. « Cela ne vous regarde pas. » Madame Fallow pâlit. « Lionel, ne fais pas ça. »
L'atmosphère devint tendue. L'inspecteur Graves, insensible aux tensions émotionnelles, se contenta de faire un geste de la main. « Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, notre priorité est de retrouver le facteur. » Mais mademoiselle Marple savait bien que les conflits émotionnels ne pouvaient jamais être remis à plus tard. Ils étaient le moteur des perturbations. Alors que les recherches s'étendaient le long du ruisseau, l'œil de mademoiselle Marple repéra un petit détail. Un morceau de tissu bleu accroché à une branche épineuse près de l'échalier. Il flottait légèrement, presque invisible. Ce n'était pas l'uniforme marron du facteur, ni le manteau de madame Fallow. C'était bleu, un bleu plus vif, plus formel. Une couleur qui correspondait au costume impeccable de M. Fosbury. Elle plissa les yeux, mais ne dit rien. Le village n'était pas encore prêt. Madame Fallow s'agenouilla à côté de la casquette, sanglotant doucement. Fosbury se détourna, la mâchoire serrée. L'inspecteur Graves aboya des instructions sans entendre la tempête émotionnelle qui se déchaînait sous ses pieds. Mais mademoiselle Marple resta immobile, car sous les indices épars, les empreintes de pas disparates et les nerfs à vif du village, quelque chose commençait à se mettre en place. Un schéma, un mobile, une vérité cachée qui se révélait peu à peu. Et quelque part dans les bois devant elle, la clé de tout cela attendait, silencieuse, patiente, inévitable. Le morceau de tissu bleu trembla une fois de plus sur l'épine lorsque le vent changea de direction, un minuscule frémissement qui semblait murmurer un nom que personne n'osait encore prononcer à voix haute. Miss Marple posa son regard dessus juste assez longtemps pour confirmer ce que les autres avaient manqué. Un indice trop délicat pour survivre à une manipulation brutale. Mieux valait le garder caché, pour l'instant, dans le registre silencieux de son esprit. L'inspecteur Graves, toujours aussi insensible aux subtilités, fit signe d'élargir les recherches. Éparpillez-vous. Vérifiez les deux côtés du ruisseau. Willis, emmenez Hartlett et Jacobs en amont. Je vais descendre. Madame Fallow se leva en tremblant de côté de la casquette, s'essuyant le visage avec des doigts tremblants. Son chagrin rayonnait comme un miroir brisé, fragmenté, incohérent, suggérant des fractures sous la surface. Mademoiselle Marple s'approcha. « Ma chère, dit-elle doucement, vous avez subi un choc considérable. Laissez-moi vous accompagner un peu. » Mais Madame Fallow jeta un coup d'œil vers Fosbury, puis détourna brusquement le regard. « Non, non, je peux m'en sortir toute seule. » La voix de mademoiselle Marple s'adoucit encore. Cela peut être plus difficile à gérer quand on a peur de se souvenir de quelque chose. À ces mots, madame Fallow perdit visiblement son sang-froid. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle serra son manteau plus fort et passa rapidement devant lui, trébuchant légèrement en se dirigeant vers le chemin. Fosbury se détourna rapidement, trop rapidement, comme s'il voulait éviter une confrontation ou être reconnu. Mademoiselle Marple les observa tous les deux avec l'attention sereine et constante de quelqu'un qui écoute une horloge dont le tic-tac est devenu irrégulier. Les villageois se dispersèrent dans les bois, le craquement des brindilles et le bruissement des broussailles marquant leur progression. Le ruisseau murmurait faiblement à côté d'eux, transportant l'odeur de la mousse et des racines humides. Sous la canopée, l'air se rafraîchit, tout comme le ton de la recherche. Les voix s'abaissèrent. Les pas devinrent prudents. L'espoir et la crainte alternaient dans les espaces entre les branches. Fosbury s'éloigna des autres, la posture tendue. Miss Marple s'approcha de lui. « Monsieur Fosbury, dit-elle doucement, je me demande si vous vous attendiez à ce que Monsieur Fallow passe par ici. » Il serait dit. « Bien sûr que non. Pourquoi le ferais-je ?»« Parce que vous avez regardé l'allée, » répondit-elle doucement, avant de regarder la casquette. Il serra les mâchoires.
Un petit tremblement involontaire parcourut sa main droite. « Vous inventez des choses. »« Oh non, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux. « Je ne fais que les remarquer. » Son regard se posa sur sa manche, d'un bleu identique à celui qui flottait sur l'épine. « Votre costume se déchire-t-il facilement ?» Il se figea. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Mais son regard se porta à nouveau vers les bois, vers quelque chose de plus profond, de plus lourd, qui attendait là. Avant qu'elle ne puisse insister, un cri aigu retentit plus loin, en aval. « Inspecteur ! Par ici, quelque chose est pris dans les roseaux. » Graves se précipita en avant, manquant de trébucher sur une racine. Les villageois se ruèrent derrière lui comme une marée. Miss Marple suivit à pas mesurés, sachant que lorsque la voix du village s'élevait, la vérité se cachait souvent juste sous le bruit. Les roseaux près du coude frémirent sous l'effet des mains qui tiraient quelque chose. Miss Hartlett resta en retrait, pâle d'une anticipation morbide. Willis pataugea dans les eaux peu profondes et souleva une forme lourde, égorgée d'eau. Le manteau du facteur. Mademoiselle Marple plissa les yeux. Le manteau était trempé, mais seul l'ourlet était couvert de boue. Le reste était propre, comme s'il n'avait pas été traîné dans les bois, mais placé soigneusement dans le ruisseau. Madame Jacobs agrippa son tablier. « Oh mon Dieu, cela signifie-t-il qu'il est… » L'inspecteur Graves leva la main. « Pas nécessairement. Il a peut-être été emporté par le courant depuis l'amont. »« Non, » dit calmement mademoiselle Marple. « Il n'a pas été emporté, il a été placé là. » Willis retourna le manteau. Quelque chose de lourd tomba lourdement sur le sol, un portefeuille en cuir, humide mais intact. « Son portefeuille, » murmura Willis. « Il est toujours là. »« Les pickpockets ne laissent-ils pas les portefeuilles ?» grommela Graves. « Ce n'était donc pas un vol. » Mademoiselle Hartlett murmura. « Alors pourquoi lui enlever son manteau ?» Mademoiselle Marple répondit doucement. « Parce que quelqu'un voulait qu'on le trouve. » Un silence s'installa. Même le ruisseau semblait s'être calmé. Le visage de Fosbury avait perdu toute couleur. Madame Fallow avait cessé de respirer, les mains pressées contre sa bouche, comme pour retenir un cri. Madame Penbury, qui était arrivée en retard mais suffisamment près pour être témoin de la scène, murmura « C'est horrible, absolument horrible. » L'inspecteur Graves rompit finalement le silence. « Cherchez plus loin. S'il est blessé, nous pouvons encore. » Une autre voix le coupa, une exclamation aiguë et anormale. « Inspecteur, il y a autre chose. Sous la racine. » Un volontaire s'agenouilla et écarta un épais enchevêtrement de branches. Ce qui apparut fit frissonner même les villageois les plus calmes. Un morceau d'enveloppe déchirée, de couleur crème, aux bords irréguliers, avec des lettres maculées, sur lequel figurait une phrase claire. « Rencontrons-nous avant que quelqu'un d'autre ne le sache. » Madame Fallow poussa un cri étouffé et tituba en arrière. Fosbury porta la main à sa bouche. Mademoiselle Marple s'avança, le regard fixé sur le fragment déchiré avec la mélancolie tranquille de quelqu'un qui voit non seulement l'indice, mais aussi la douleur humaine qui se cache derrière. Une rencontre clandestine, une lettre destinée à rester secrète, un facteur qui n'aurait pas dû la lire, mais qui l'avait clairement fait, et deux personnes dont les réactions trahissaient bien plus que de la peur. L'inspecteur Graves saisit l'évidence. C'est une absurdité romantique. Quelqu'un a une liaison. La moitié des villageois ont poussé un cri de surprise. Madame Hartlett avait l'air ravie. Madame Jacobs semblait offensée. Madame Penbury avait l'air satisfaite. Mais mademoiselle Marple secoua lentement la tête. Ce n'est pas une absurdité, inspecteur, mais ce n'est pas non plus une histoire d'amour. Elle leva les yeux vers les bois, sombre, attentif, complice. Les lettres destinées à rester secrètes comportent souvent un danger.
Celle-ci comportait bien plus que cela. À ce moment-là, un agent de police descendit la pente en courant, à bout de souffle, criant à travers les arbres. « Inspecteur, venez vite, il y a un cadavre près des ruines du moulin. » La forêt poussa un frisson collectif. Madame Fallow s'effondra dans la boue en poussant un cri. Fosbury tituba en arrière comme s'il avait été frappé. Madame Jacobs se signa. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux, non par surprise, mais par lassitude. Le deuxième choc était arrivé, et ce qui attendait près du moulin allait bouleverser toutes les hypothèses que le village avait formulées. Les mots du policier semblaient rester suspendus dans l'air plus longtemps que n'importe quel souffle humain. Un corps près des ruines du moulin. Pas un cri d'espoir, pas une supplication. Un verdict déjà imprégné de terreur. Les villageois devinrent blancs comme de la craie, chaque soupçon murmuré se transformant désormais en horreurs imaginaires. L'inspecteur Graves passa sans hésiter devant le constable en tonnant, criant à Willis de le suivre. Mademoiselle Marple suivait à son rythme régulier, son châle flottant derrière elle comme une bannière solennelle. La panique rendait les autres maladroits. Elle évitait leurs pieds trébuchants avec le calme et la précision de quelqu'un habitué à se déplacer dans le chaos. Le chemin menant au moulin serpentait à travers un étroit bosquet de bouleaux, dont les troncs étaient pâles comme des os. La structure en ruine apparut lentement. Toit effondré, poutres pourries et vestiges déformés de l'ancienne roue reposant comme une relique d'un rituel oublié. Le ruisseau serpentait autour d'elle avec un son faible et lugubre. Un groupe de bénévoles se tenait près du mur en ruine, le visage bouleversé. L'un d'eux désigna un renfoncement ombragé, près de la roue tombée. Graves s'approcha, préparé au pire. Et là, il était là. Le corps d'un homme gisait à moitié caché dans la boue remuée. Un bras tendu, comme s'il cherchait une aide qui n'était jamais venue. Ses vêtements étaient humides et maculés de boue. Un pantalon sombre, une chemise unie et un gilet déchiré sur le côté. Ce n'était pas M. Fallow. Le cri étouffé des villageois se propagea comme une onde de choc. Madame Penbury serra son écharpe. « Oh mais, qui est ?» La voix de mademoiselle Hartlett se brisa. « Ce n'est pas le facteur !» L'inspecteur Graves jura doucement entre ses dents. Même Willis cligna des yeux, perplexe. Mademoiselle Marple s'approcha, se penchant juste assez pour voir le visage de l'homme. Elle le reconnut immédiatement. « Arthur Briggs », murmura-t-elle, « le charpentier de Cotham Road. » Graves la regarda, perplexe. « Mais que diable fait-il ici ?» Madame Jacobs fut la première à retrouver la parole. Il n'est pas allé à son atelier depuis plusieurs jours. Les gens pensaient qu'il était parti rendre visite à sa sœur. Et maintenant, il est ici, dit calmement mademoiselle Marple, dans le seul endroit où un homme effrayé pourrait se réfugier, ou être emmené. Fosbury arriva le dernier, le souffle court. Dès qu'il vit le corps, il recula en titubant, le visage déformé par une panique soudaine et incontrôlée. Madame Fallow poussa un gémissement étouffé et porta une main à sa bouche. Des larmes coulaient sans retenue sur ses joues. L'inspecteur Graves s'accroupit à côté du cadavre. Il n'y a pas de sang, aucune blessure. Willis, fouillez ses poches. Le sergent obéit et trouva quelques pièces de monnaie, un crayon tordu et un bout de papier froissé. Graves le déplia. Mademoiselle Marple vit, ses yeux s'écarquillaient. « Qu'y a-t-il » murmura Madame Penbury. Graves lut à haute voix, d'une voix faible, incrédule. « Je sais ce que vous avez fait. Retrouvez-moi au moulin. » Un frisson parcourut les villageois. L'expression de mademoiselle Marple resta impassible, mais son esprit s'accrocha à ces mots comme un fil à une bobine. « Retrouvez-moi au moulin. » Écrit simplement, sans fioriture, menaçant. Madame Hartlett
haleta. « Est-ce que cela vient de M. Fallow? A-t-il attiré Briggs ici ?» Madame Jacobs secoua violemment la tête. « Ou bien c'est Briggs qui l'a écrit. Il a peut-être menacé Ernest. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Aucun d'eux ne l'a écrit. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « L'écriture, » poursuivit-elle, « est la même écriture élégante que nous avons vue sur le papier crème. » Madame Fallow laissa échapper un souffle tremblant, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mais Fosbury réagit le premier. « C'est absurde !» s'écria-t-il, la voix cassée malgré ses efforts pour la contrôler. « Vous ne pouvez pas le savoir. »« Oh, mais si !» répondit doucement mademoiselle Marple. « J'ai l'œil pour la correspondance. L'inclinaison est identique. Et les boucles des lettres, en particulier le K, sont extrêmement caractéristiques. » Madame Fallow trébucha en arrière, murmurant quelque chose d'incohérent. Fosbury tendit instinctivement la main vers elle, puis s'arrêta, conscient des regards qu'il observait. L'inspecteur Graves se leva lentement. « Donc, quelqu'un d'autre a écrit cela, quelqu'un qui voulait que Briggs se trouve à cet endroit. » Il se tourna vers les villageois. « Quelqu'un sait-il si Briggs avait des ennemis ?» Madame Penbury ricana nerveusement. « Les charpentiers n'ont pas d'ennemis. »« Oh, vous seriez surpris, » marmonna mademoiselle Hartlett d'un ton sombre. « Il devait de l'argent à ce drapier de Cotham, et il s'était disputé avec son apprenti. Et il y avait des rumeurs. » La voix calme de mademoiselle Marple coupa court à la conversation. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles il effectuait de petits travaux de réparation dans plusieurs cottages, y compris chez les Fallow. Le silence s'abattit si lourdement que même le ruisseau sembla s'arrêter. Madame Fallow secoua violemment la tête. « Non, non, il n'est venu qu'une seule fois. Le tiroir de la cuisine était coincé. C'est tout. » Mademoiselle Marple ne la contredit pas à voix haute, mais le mensonge flottait dans l'air, fragile et transparent comme du verre. L'inspecteur Graves plia la note menaçante. Si cette écriture correspond à celle des lettres couleur crème, alors la personne qui a écrit ces lettres est impliquée à la fois dans la mort de Briggs et dans la disparition de M. Fallow. « Pensez-vous que Briggs a été assassiné ?» murmura Madame Penbury. Mademoiselle Marple regarda le corps avec une tristesse presque maternelle. Qu'il ait été poussé, poursuivi ou effrayé jusqu'à s'effondrer. Quelqu'un l'a amené ici, et quelqu'un voulait le faire taire. À ce moment précis, Willis brandit quelque chose qu'il avait trouvé près du bord du ruisseau, un petit objet en laiton qui brillait faiblement dans la lumière tamisée. « Un autre indice, inspecteur, » dit-il. Mademoiselle Marple s'approcha. C'était un bouton. Il ne provenait ni d'un uniforme de facteur, ni d'un vêtement de travail. Un bouton poli, formel, d'un bleu profond, émaillé, coûteux. Le costume de Fosbury avait des boutons similaires. Son visage pâlit lorsqu'il le reconnut. Madame Fallow eut un hoquet de surprise si brusque qu'il rompit le silence. L'inspecteur Graves se tourna lentement vers Fosbury, son soupçon se transformant en quelque chose de plus précis. « Monsieur Fosbury, pourriez-vous expliquer comment vos vêtements se sont retrouvés près d'un cadavre ?» Fosbury ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Sa gorge bougeait comme s'il avalait une pierre. Mademoiselle Marple l'observait avec un calme et une lucidité dévastateurs. La peur, la culpabilité et autre chose. Quelque chose que personne d'autre ne pouvait encore nommer. Mais elle le pouvait. Et ce n'était pas une intention meurtrière. Quelque chose de bien plus dangereux se cachait derrière. Le silence de Fosbury se propagea comme une tache. Les villageois se reculèrent instinctivement, non par peur, mais par curiosité morale, aiguisée par l'appétit. Madame Hartlett serra ses gants dans un geste de triomphe, certaine que le scandale pointait désormais clairement dans une seule direction. Madame Jacobs croisa les bras,
avec une satisfaction sinistre. Madame Penbury s'agita nerveusement, avide de drame, mais craignant la forme qu'il pourrait prendre. Mademoiselle Marple ne regardait aucune d'entre elles. Ses yeux étaient rivés sur Fosbury, sur sa mâchoire tremblante, sa gorge serrée, sa respiration rapide. Ce n'étaient pas les signes d'un homme violent, acculé, mais d'un homme désespéré, écrasé sous le poids d'un secret qu'il portait depuis trop longtemps. L'inspecteur Graves s'approcha. « Un bouton de votre costume sur la scène du crime. Vous voulez bien nous expliquer ?» La bouche de Fosbury trembla, mais aucun mot n'en sortit. Ses mains se crispèrent sur ses côtés, comme s'il luttait contre lui-même. Madame Fallow vacilla, et mademoiselle Marple la retint doucement par le coude. « Tenez bon, ma chère. » La femme se dégagea brusquement, presque violemment, puis murmura. « Je ne voulais pas. Je ne pensais pas que cela deviendrait... cela. » L'inspecteur Graves se tourna vers elle. « Vous connaissiez Briggs ?» Les épaules de madame Fallow s'affaissèrent. « Il arrangeait des choses, des petites choses. Je n'ai jamais... Il n'y avait rien de répréhensible. » Sa voix tremblait, au bord de la rupture. Un murmure parcourut les villageois. Mademoiselle Marple s'interposa entre l'inspecteur et la femme tremblante, d'une voix douce mais ferme. Madame Fallow n'a pas demandé à Briggs de la retrouver au moulin. Quelqu'un d'autre a organisé cela. Graves fronça les sourcils. « Et comment le savez-vous ? Parce que les gens effrayés ne laissent-on pas de messages menaçants ? Ils les déchirent. » Elle fit un signe de tête en direction des enveloppes déchirées. Et ils n'écrivent pas sur du papier à lettres élégant et coûteux. Fosbury ferma les yeux. Madame Fallow se tourna brusquement vers lui. « Lionel, ne faites pas ça, je vous en prie, ne faites pas ça. » Mais Graves saisit l'occasion. « Donc, vous aviez bel et bien des relations avec lui. » La voix de Fosbury était rauque, éraillée. « Pas comme ça. » Il se couvrit le visage pendant un instant. « Je connaissais Briggs. Il avait fait des travaux de menuiserie dans plusieurs propriétés. Nous avions des désaccords. » Ses épaules tremblèrent. Il menaçait de révéler quelque chose. « Quelque chose ?» demanda Graves. Fosbury regarda madame Fallow comme pour implorer son pardon. Elle tremblait, incapable de parler. Mademoiselle Marple posa doucement une main sur la manche de Fosbury. « Il est temps d'arrêter de garder ce secret pour vous. Cela détruit plus de vies ainsi. » Il déglutit péniblement. « Madame Fallow est venue me voir il y a quelques mois. À propos de son mari. Ernest. Il interceptait des lettres. » Un murmure parcourut le groupe. Fosbury poursuivit à voix basse. « Il les lisait. Pas seulement les siennes, mais aussi celles des autres. Des affaires privées. Il faisait cela depuis des années. Elle m'a montré des preuves. Je l'aidais à préparer une déclaration pour les autorités postales. » Madame Fallow fondit en larmes. « Je n'ai jamais voulu qu'Ernest soit puni. Je voulais juste que ça cesse. Il devenait paranoïaque. Il pensait que les gens parlaient de lui, qu'ils l'observaient. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Intercepter des lettres est une tentation pour les personnes seules, une tentation dangereuse, surtout lorsque les secrets qu'elles renferment deviennent plus lourds que le sac qui les transporte. Graves croisa les bras. « Quel est le rapport avec Briggs ?» Fosbury expira bruyamment. « Briggs a découvert la plainte. Il a vu madame Fallow quitter mon bureau. Il l'a confrontée, puis il m'a confronté. Il m'a demandé de l'argent pour garder le silence. » Sa voix se brisa. « J'ai refusé. Il est devenu menaçant. Il était plus grand que moi. Plus fort. »« L'avez-vous rencontré à l'usine hier soir ?» insista Graves. « Non !» s'écria Fosbury. « Je n'ai jamais écrit cette lettre. »« Alors pourquoi votre bouton a-t-il été trouvé ici ?» Fosbury hésita. « Je suis venu ici plus tôt. Je cherchais Ernest. Après que madame Fallow m'ait dit qu'il avait quitté la maison bouleversée, j'ai fouillé les bois et je me suis déchiré la manche sur une branche.
Miss Marple tourna son regard vers l'épine où le morceau de tissu bleu avait flotté. « Oui, murmura-t-elle. Une épine peut faire ça. Mais vous n'étiez pas seule dans les bois ce matin-là. » Madame Fallow se figea. « Miss Marple, je vous en prie. » Mais Miss Marple se dirigeait déjà vers le mur du moulin. Dans la boue près du bord, elle s'accroupit, étudiant les impressions légères. 2 séries d'empreintes. L'une plus lourde, l'autre hésitante, toutes deux s'éloignant du ruisseau, en direction des ruines. Elle se redressa, sa voix plus douce que le silence qui les entourait. « Vous avez suivi votre mari, Madame Fallow. Vous l'avez vu se glisser dans les bois, vous l'avez vu s'approcher du moulin, et vous avez vu quelqu'un d'autre l'attendre. » Madame Fallow tituba en arrière. « Je n'ai pas... Je jure. » « Les secrets s'entremêlent souvent, » poursuivit mademoiselle Marple doucement. « Votre mari a intercepté des lettres. Briggs a fait du chantage. Fosbury a essayé d'aider. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui n'aurait pas dû être là. » Elle se tourna vers les villageois. « Qui, à St. Mary Mead, utilise du papier à lettres crème ?» Silence. Puis 2 murmures. Puis un nom passa de bouche en bouche comme un tremblement. Madame Price Ridley. Les villageois s'écartèrent, tandis que la redoutable femme se tenait au bord du groupe, rigide d'indignation. « C'est une accusation absurde, » déclara-t-elle, le menton levé. « Je ne serai pas calomniée de cette manière. » Le ton de mademoiselle Marple resta presque tendre. « Vous avez réprimandé M. Fallow tout à l'heure pour son retard. Mais vous attendiez quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qu'il n'aurait pas dû lire. » Madame Price Ridley pinça les lèvres. « Ridicule !» Mademoiselle Marple s'avança. « La lettre de menace adressée à Briggs a été écrite de votre main, élégante, coûteuse et indubitable. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Madame Price Ridley perdit son sang-froid. Pour la première fois depuis des années, sa voix se brisa. « Briggs m'a volé. Il a volé dans mon bureau des documents personnels, des lettres de mon avocat. Je voulais les récupérer discrètement, sans scandale. Et Ernest Fallow a intercepté votre correspondance, ajouta mademoiselle Marple. Il savait que vous étiez désespéré. Briggs savait que vous étiez vulnérable, et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui redoutait que tout cela ne soit révélé au grand jour, le savait aussi. » Madame Fallow fondit en larmes. L'inspecteur Graves, perplexe, regarda tour à tour les 2 femmes. « Alors, qui a tué Briggs? Qui a pris le manteau? Qui a laissé la note ?» Mademoiselle Marple leva les yeux vers les bois, le ruisseau, les indices éparpillés. « Inspecteur, dit-elle doucement, la réponse ne réside pas dans qui détestait Briggs, ni qui craignait le scandale, mais qui craignait ce que M. Fallow savait. » Un craquement soudain de branches résonna derrière les ruines. Quelqu'un courait. Mademoiselle Marple se retourna brusquement, les yeux plissés. Son piège s'était refermé. Le craquement sec de la branche traversa la foule murmurante comme un fil tendu. Les têtes se tournèrent vers les arbres. L'inspecteur Graves appela Willis, mais mademoiselle Marple se déplaçait déjà, calmement, avec précision, vers l'étroit passage entre les bouleaux. « Pas par là !» cria-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Ils vont courir vers le vieux pont. C'est le chemin le plus rapide pour retourner au village. » Graves cligna des yeux, puis se précipita dans la direction qu'elle lui indiquait. Willis se lança à sa poursuite. Les villageois se dispersèrent, ne sachant pas s'ils devaient suivre ou fuir. Seule mademoiselle Marple resta immobile, les yeux fixés sur le chemin devant elle, avec la sérénité de quelqu'un qui a compris le schéma bien avant que quiconque ne se rende compte de son existence. Des pas martelaient les feuilles craquantes, irréguliers, paniqués. Ce n'était pas la démarche d'un criminel habitué à s'échapper. Mademoiselle Marple s'écarta doucement lorsqu'une silhouette surgit des broussailles. Madame Fallow. Son visage était strié de larmes, son souffle s'échappait de ses poumons, une main agrippait son manteau comme pour se retenir de force.
L'inspecteur Graves lui saisit le bras. « Pourquoi vous courez ?» Mais elle ne fit que sangloter plus fort, secouant la tête dans un déni frénétique. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle avec une douceur dévastatrice. « Ma chère, courir ne cache jamais la vérité. Cela ne fait qu'épuiser les innocents. » Madame Fallow s'effondra, épuisée, vaincue. « Je ne voulais pas que tout cela arrive. »« Bien sûr que non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Mais votre mari, oui. Et vous craignez que le village ne voie le pire en vous deux. » Graves les regarda, perplexe. « Vous voulez dire que Fallow a tué Briggs ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Ernest Fallow a fait autre chose, quelque chose de plus discret et de plus tragique. » Madame Fallow se couvrit le visage. « Il lisait tout, » murmura-t-elle. « Il savait tout sur tout le monde. Il voyait des choses qui n'étaient pas vraies. Il a commencé à croire que les gens conspiraient contre lui. » Mademoiselle Marple acquiesça. Un homme solitaire, prisonnier de ses peurs, qui prenait chaque secret pour une menace. Graves fronça les sourcils. « Mais Briggs l'a confronté, » dit mademoiselle Marple. Il l'a surpris en train de brûler nerveusement des lettres déchirées derrière le bureau de poste il y a 2 nuits. Briggs voulait de l'argent pour garder le silence. Ernest a paniqué et s'est enfui. Elle fit une pause. Ce matin, il a revu Briggs. Peut-être que Briggs l'avait suivi. Peut-être qu'Ernest l'avait simplement aperçu dans la ruelle. Mais Ernest croyait que Briggs avait l'intention de le dénoncer. Madame Fallow tremblait de manière incontrôlable. Il est rentré tard hier soir et a dit « Il se rapproche ». J'ai pensé qu'il avait perdu la tête. « C'était le cas », dit doucement mademoiselle Marple. « De peur, pas de violence. » Graves fronça les sourcils. « Alors pourquoi Briggs était-il mort au moulin ?» Mademoiselle Marple regarda la roue détruite, le corps immobile gisant dans la boue. Briggs était venu chercher l'auteur de la lettre de menace. Il a glissé sur la berge. Son cœur était fragile. Madame Jacobs l'avait dit il y a 3 semaines lorsqu'elle l'avait vu s'évanouir devant son comptoir. La chute a suffi. La panique a fait le reste. « Donc, pas de meurtre ?» dit Graves d'un ton neutre. « Pas de meurtre », répéta mademoiselle Marple. « Seulement de la peur. » Fosbury arriva alors, débraillé, les yeux rougis. « Où est Ernest? Quelqu'un l'a vu. » Mademoiselle Marple se tourna vers madame Fallow. « Vous avez couru parce que vous avez trouvé autre chose dans les bois avant le policier. Quelque chose que vous ne vouliez pas montrer. » Madame Fallow retint son souffle. Elle pâlit complètement. Miss Marple s'approcha. L'objet symbolique était là depuis le matin, attendant de parler. Il est tombé de sa poche près de l'échalier. Elle s'agenouilla et ramassa un 2e fragment qu'elle avait remarqué plus tôt. Un morceau de papier plié, humide mais intact. Une lettre, adressée à madame Fallow, écrite de la main soignée et tremblante d'Ernest. Madame Fallow s'effondra à genoux, les doigts encore tremblants, tandis qu'elle la dépliait. Ses lèvres bougèrent, tandis qu'elle lisait la simple ligne. « Je ne peux pas affronter ce que j'ai fait. » Un gémissement s'échappa de sa gorge. Pas un chagrin théâtral, pas de la culpabilité. Quelque chose de plus profond. L'effondrement d'années passées à s'occuper d'un homme qui se décomposait tranquillement. L'inspecteur Graves recula, mal à l'aise. Mademoiselle Marple posa une main sur l'épaule de madame Fallow. Ernest a escaladé l'échalier seul. Il est entré dans les bois seul. Il a retiré son manteau pour qu'il puisse être retrouvé. Il a laissé tomber la lettre lorsqu'il s'est arrêté. Et puis, sa voix s'adoucit jusqu'à devenir un murmure. Il s'est dirigé vers le chemin qui longeait la rivière. Il a dépassé le vieux moulin. Il a dépassé les roseaux pour être caché par l'eau qui coulait. Le silence s'installa. Même les oiseaux semblaient en s'être tus, comme pour rendre hommage à un homme tourmenté qui s'était noyé, non pas dans l'eau, mais sous le poids de sa propre peur. Fosbury baissa la tête.
Madame Fallow sanglotait sur la lettre. Les villageois murmuraient, sous le choc, leur soif de scandale s'estompant devant la prise de conscience inconfortable de leur propre complicité. Comment les ragots, les soupçons et les chuchotements imprudents peuvent éroder un esprit fragile. L'inspecteur Graves déglutit péniblement. « Nous enverrons des hommes récupérer le corps. » Mademoiselle Marple acquiesça. Avec délicatesse. Il mérite au moins cela. Les villageois se regroupèrent en petits cercles silencieux. Leurs visages arboraient l'expression meurtrie de personnes contraintes d'affronter le prix de leur petite cruauté quotidienne. Madame Price Ridley s'approcha de mademoiselle Marple avec raideur. « Je suppose que vous voulez dire que j'ai joué un rôle dans cette tragédie. » Mademoiselle Marple la regarda avec une honnêteté calme et imperturbable qui avait détruit d'innombrables illusions. « Ma chère, toutes les lettres que vous avez écrites étaient parfaitement correctes. Mais le secret qui les entourait a permis à l'imagination d'Ernest de les transformer en armes. » Madame Price Ridley pâlit, réalisant que même la version la plus douce de la vérité restait brutale. Fosbury aida Madame Fallow à se relever. Pour une fois, aucun d'eux ne se souciait des regards. Mademoiselle Marple se tourna une dernière fois vers le moulin. La casquette, le manteau, l'échalier brisé, les lettres déchirées, des objets déplacés, chacun portant le silencieux appel de quelqu'un qui perdait pied dans le monde. Une lettre tombée, un homme tombé. Tous deux dérivant là où ils n'auraient jamais dû se trouver. Plus tard, lorsque les corps furent retrouvés, que les dépositions furent recueillies, que les villageois reprirent leur rituel avec une détermination nouvelle, mademoiselle Marple rentra chez elle à pied dans la fraîcheur du soir. St. Mary Mead semblait inchangée. Les fenêtres brillaient, les bouilloires sifflaient, les portes se fermaient doucement dans le crépuscule. Mais le village s'était vu clairement aujourd'hui, et la clarté laissait toujours une ombre. Mademoiselle Marple s'arrêta devant son portail, regardant une fois de plus vers les bois. « Pauvre homme !» murmura-t-elle. Puis elle entra dans son cottage tranquille, la porte se refermant derrière elle avec le clic faible et solennel d'un chapitre terminé.